Hello les loulous, c'est Tonton Hunter. Aujourd'hui, on a encore la chance d'avoir notre ami Quentin qui est là. Et non, ce n'est pas un Eric. Il y a des thèmes qui reviennent. Il y a des thèmes et des têtes qui reviennent. Surtout. Vous l'avez vu sur la miniature, aujourd'hui, on a été chercher dans notre cinéthèque. Je ne sais pas trop comment on pourrait dire ça. Vidéothèque. Voilà. On a repassé un peu tous nos classiques en revue et on s'est dit, allez, il y en a quelques-uns dont on aimerait bien vous parler. On a fait tout simplement notre top de nos DVD, VHS, films, des fois documentaires, metal, rock et tout, en tout cas tout ce qui nous a inspiré à la fois musicalement et aussi qu'on a pu avoir la chance de regarder. Un petit dab, oh là, monsieur est jeune dans sa tête. Ah ouais, non mais t'as vu, c'est saut 2010. Je sais pas du tout comment on va articuler cette chose. Je crois qu'on a 3 films chacun, plus un peu global, évidemment, dont on ne pouvait pas passer à côté. Mais on le fera en dernier pour le watch time. Et il n'y a jusqu'au bout. Aucun indice, même pas dans sa casquette. Rien. Ça, vous ne saurez rien. C'est tellement mystérieux. C'est ça. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que... Allez, il en faut un qui se lance. Allez, vas-y. On va commencer par des DVD et un qui va parler à certains, je pense, et qui est dans une superbe édition, le Spinal Tap. Ouais, j'avoue, l'édition, elle est canon. Hein, on est d'accord. Je savais même pas que ça existait. C'est vrai. Alors, c'est une superbe édition qui, en plus du DVD, te propose des disques audio. Oh, joli. Des bonus. Hein, vraiment, on fait tout bien. Oui, non, la bande originale. Et puis, surtout, le petit fourreau Marshall qui va bien. Et en plus, officiel. Ah, attends. Avec la marque. On est bien d'accord. On se moque pas du monde. Hein. C'est une réédition. Je veux vérifier quelque chose. Ah, c'est pas gradué, alors on sait pas si la pochette va jusqu'à 11. Il n'y a pas 10. Tu vois, la plupart des mecs, ils jouent toujours jusqu'à 10. Et là, t'es à 10, t'es à fond, et à fond les gamelles partout, comme ça. T'es à 10 sur ta guitare, alors qu'est-ce que tu fous, hein? Tu fais rien, exactement. Ce qu'on fait, nous, quand on a besoin d'un petit coup de pouce, là, tu vois. Tu sais ce qu'on fait? On se met à 11. Exactement, et plus fort d'un cran. Et pourquoi on fait pas le 10 plus fort? Enfin, que ce soit le maximum. Et que le son soit plus fort à 10. Tant pis, là, il va jusqu'à 11. Il y a intérêt. C'est obligé. En revanche... 10 000 watts. Voilà. Les 10 000... Ampli 10 000 watts. Et attends, il y a écrit quoi? Ouais, il y a un petit peu de tout. Il y a de l'avertissement. Ça déchire les tympans. Prévoir quelques fusibles en cas de surchauffe. Risque de décharge hilarante. Waouh. Alors ça, par contre, j'ai peur quand il y a ce genre de... En même temps, c'est Spinal Tap. Hein. Je suis désolé. Je pense que c'est une émission qu'on fera en plusieurs épisodes avec d'autres invités aussi, parce que j'ai encore d'autres idées. En fait, en lisant ça, ça m'est venu... Ça y est, t'as un flash. Alors Spinal Tap, présente-nous un peu. Spinal Tap, c'est un faux documentaire, un faux documentaire même sur un faux groupe. De mémoire, c'est anglais, je pense, Spinal Tap. Oui, je pense. Vu l'humour, de toute façon, il y a de fortes chances. L'année de sortie, je l'ai plus non plus, mais Spinal Tap, c'est cultissime en fait. Et les gags de Spinal Tap sont devenus des gags dans le monde du hard globalement, notamment les amplis qui vont jusqu'à 11. On aurait pu faire le 10 plus fort. Oui. Bah non, il va jusqu'à 11. On voulait 11 et puis c'est ça. En plus, c'est déjà toutes les anecdotes du film sont déjà basées. Si vous avez eu un groupe dans votre vie, vous allez vous retrouver à un moment. C'est ça. Les discussions un peu improbables avec des gens un peu soit alcoolisés, soit qui ont une vision. En fait, ça pourrait tellement être vrai. C'est énormissime de débilité, mais c'est tellement. Donc il y a la valse des batteurs qui disparaissent soit par combustion spontanée, qui disparaissent purement et simplement d'ailleurs, et en fait tout le long du film les batteurs disparaissent dans des conditions toujours plus cheloues. Dramatiques. C'est ça, ouais. Il y a les égos démesurés évidemment qui vont faire penser à des groupes. D'ailleurs, dites-nous en commentaire à qui vous font passer le plus les gars de Spinal Tap. Je pense qu'ils peuvent faire penser à tellement de monde que ça en devient indécent. Pour moi, un des meilleurs gags, c'est le problème entre le système métrique et quand ils font faire des dolmens, des menhirs qui sont pas à l'échelle parce qu'il y en a qui parlent en pouces et d'autres en mètres et qu'on se retrouve avec des menhirs et qu'il faut trouver une solution pour qu'ils paraissent plus grands.
Alors, je sais pas si on peut spoiler ou tout le monde l'a vu. Oui, c'est je bon. pense qu'il est assez, Vous l'avez tous vu. assez ancien. Bon, bah, la solution pour faire passer des petits menhirs pour des grands menhirs, on utilise des gens de petite taille et on les fait danser déguisés. Oui, en elfe, aucun mauvais n'est-ce pas goût, Ah non, ne mais- vous sera épargné aujourd'hui. Je pense qu'en plus, ça date des années 80, Spinal Tap, donc on pouvait tout faire. En fait, on pouvait Ouais, oser pas de tous limite. les gags. Et voilà, je pense qu'il y a énormément de gags qui sont devenus absolument cultissimes et qui sont rentrés dans le langage presque courant. Le Marshall à 11, c'est... Tu l'entends T'as régulièrement. tellement de groupes qui vont te le ressortir ou qui vont dire on pousse à 11, quoi. Spinal Tap, pour moi, c'est l'humour anglais à son top, c'est le faux documentaire, voilà, c'est... Tu sens le côté british, un peu la Complètement. Monty Python. Voilà, exactement. L'humour un Et peu absurde. même dans les acteurs, rien que leur tête, elles sont pas du tout américaines, en fait. Oui, c'est vrai que tu Et, vois bien les british. Ouais, voilà. Enfin, tu peux retrouver tellement de gens. Tu peux retrouver du Kings au Led Zepp. Voilà. Ah, et la bande son aussi. La bande son, par contre, les morceaux, alors, sont assez délirants dans les paroles ou dans les titres, etc. Mais elle tient putain de la route, en fait. Ouais. T'as une C'est le bon espèce de titre. hard rock. Ouais. Elle s'écoute. Elle s'écoute vraiment premier degré si tu veux, en fait. Et ça, c'est super cool. Et c'est que des compos originales. Ça, c'est cool. Enfin, c'est vraiment que des morceaux Spinal Tap de mémoire. Et franchement, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé, mais j'ai tellement de souvenirs de l'achat quand il est ressorti Quand il est en ressorti. remaster et avec le coffret Marshall, il me le fallait. Et voilà, je pense que ça s'écoute vraiment super bien premier degré, vraiment. Ouais. Et gros, bah, en fait, je pense que effectivement, c'est gaguesque poussé à l'extrême, mais les gens peuvent se retrouver, les mecs qui ont Des un peu situations. tourné, ou ouais, je pense que c'est des situations où tu peux te retrouver assez facilement. En Facilement. fait, les guerres un peu d'ego, voilà. Je pense qu'ils ont fait un truc marrant avec un truc qui sort de la vraie vie. Voilà. Donc Spinal Tap, pour moi, moment exceptionnel. Tu passes un bon moment et ça a peut-être un peu vieilli. Oui, forcément. Dans l'humour, je pense que les nouvelles générations toléreraient pas certaines choses. Oui. Mais ouais, est-ce que c'est important? Nous, on les tolère. Ouais, et c'est franchement, voilà. Pour mon premier, c'est Spinal Tap. Ça va. Et je le recommande chaudement. Alors, par contre, je ne vous recommande pas chaudement la malheureuse expérience du Spinal Tap 2 qui est sorti Et je un peu en pense que- catimini. Je pense qu'il a déjà été évoqué sur la chaîne J'en ai en parlé une disant, fois. ah, Ouais, je l'ai Voilà. vu dans l'avion. Et je suis bien content de pas avoir payé pour cette merde parce que c'était douloureux à regarder tellement l'esprit il est plus là et c'était Bah, je laborieux. il est sorti bien longtemps après, je pense, le premier. Ouais, il est sorti Je pense il y a 2 ans en tout cas. Ouais, c'est voilà, je pense qu'ils ont essayé de capitaliser Ouais. peut-être sur quelque chose qu'il fallait pas. un revival, un côté nostalgique. Ouais, c'est ça. Ouais, le côté cultissime, on a toujours envie de... C'est ça. Je l'ai vu pour vous et croyez-moi, c'est pas la peine que vous Bon. perdiez votre temps. Allez, on bloque sur le 1, Voilà, c'est ça. c'est bien suffisant. Du coup, ton tour? Eh ben, Qu'est-ce que écoute, tu vas nous faire, en plus, on va repartir un petit peu dans cette vibe de faux groupe, entre guillemets, parce que je vais vous parler du film Rockstar, qui date de 2001. Alors, c'est un film que j'ai beaucoup regardé et que je regarde encore assez régulièrement parce que je le trouve sympathique. Alors, il a des côtés un peu nanardesques parce que c'est quand même une comédie dramatique. Déjà, le personnage féminin, c'est Jennifer Aniston. Ça vous donne déjà Ok. un peu l'idée de la direction. Et le personnage principal, c'est Mark Wahlberg. Donc, Ouais. notre bon vieux Marky C'est Mark. C'est racoleur. Ouais, c'est Un petit peu, racoleur. c'est un peu racoleur. Alors, moi, je te le dis, je l'ai jamais vu. Ok, ça a surfé un peu sur la période des comédies romantiques presque, sauf que là, je peux vous dire que la sauce hard rock a été mise, et franchement, ils se sont vraiment pas foutus de la gueule des gens, c'est pas anecdotique. Bon, déjà, grosse surprise, vous avez donc un groupe imaginaire dedans qui s'appelle Steel Dragon. Ils ont finalement sorti même un album dessus avec des compos. Alors, c'est pas vraiment original parce que c'est plus des vieilles versions ou des phases B de groupes un peu obscurs qu'ils auront mis au goût du jour. Il y a un petit peu de compos par-dessus quand même, plus des arrangements qu'autre chose. Mais ils ont été chercher vraiment le gratin pour y aller. Vous avez Twiggy Ramirez de Manson qui a composé quelques chansons dedans. Vous avez
Zakk Wylde qui a Ça passe. qui a fait Ok. une compo et c'est vraiment du Black Label de Ok. l'époque dedans. C'est vraiment, ça pourrait être une chute d'album. Celle-là, je crois que c'est une compo Ça originale fait d'ailleurs. un bon bonus pour une édition Japan, quoi. Voilà, sans Ok. problème. Et Comprends. vous avez le chanteur de Steelheart qui est aussi dedans et Jeff Scotto Soto, un des anciens chanteurs de Malmsteen. Autant vous dire Ouais. que ça chante correctement, quoi. ça doit Large. chanter juste. Et en fait, l'histoire, c'est que elle est basée sur la vraie histoire de Tim the Reaper Owens, qui en fait était un fan comme nous tous et qui faisait des reprises de Judas Priest. Et un jour, salut, c'est Judas Priest, Rob Halford a foutu le camp, il nous faut un chanteur. Est-ce que tu veux nous rejoindre? Il a dit oui. Il a intégré le groupe de ses rêves. Et en fait, c'est exactement le pitch du film. Au début, vous avez, je sais plus qui est le chanteur original, mais ça vaut le coup parce qu'en fait, il y a plein de caméos de vrais rockstars. Et en gros, ils ont des problèmes avec leur chanteur qui se barre ou qui se fait virer. C'est un peu obscur. Je crois qu'il se fait virer parce que je crois qu'il y a, pareil, gros melon, animosité avec le groupe. Et il y a un gars qui va à tous les concerts, qui a un groupe de cover de ce groupe et tout, qui est notre fameux Mark Wahlberg. Et à un moment, même pendant un concert, on le voit au début de ce groupe-là, on lui tend le micro et il chante. Il fait une voix super aiguë et il chante mieux le refrain que le chanteur qui le regarde méchamment du genre. Ah! Ouais, ça peut arriver aussi, hein. Ouais. Donc on comprend qu'il l'est appelé par la suite en lui disant voilà, on fait passer des auditions parce qu'il nous faut un nouveau chanteur. Alors il arrive aux auditions. Déjà là, il y a le chanteur de Steel Panther qui fait une prise et qui est pas pris. À la fin, donc lui, il fait une deuxième prise et ils disent bon voilà, c'est toi. Donc il intègre son groupe de rêve. Donc là, vous avez un peu un côté un peu Motley Crue ou backstage de fou, alcool, drogue, rock'n'roll, les petites demoiselles en petite tenue, etc. Ouais, tout ce qui est pas une légende. C'est ça. Mais lui, il est amoureux de Jennifer Aniston et Jennifer Aniston, elle l'aime. Donc bon, il y a tout un On truc l'aime comme aussi, quoi. hein. Non, mais il veut être sérieux, mais en même temps c'est le rock'n'roll. Et puis il y a des groupiers en backstage et il le surprend. Et Il c'est est tiraillé compliqué. quand même, d'accord. Il y Et a un fond. le groupe qui est portrayé à l'écran, il y a le guitariste du groupe qui est appelé God avec un E et qui est Zakk Wylde à qui ils ont dessiné un faux tatouage avec des têtes de mort et des chaînes sur le bras et qui ne fait que des blagues graveleuses tout le long du film. No, I didn't wear clothes like that, did I? I just hope that these tight pants don't come back. Thank the good Lord it's over. Stand up and shout! We're tired of just being a cover band. We started this because we love playing Dragon tunes. You're gone, man. Am I being kicked out of the group that I started? Let's go. Jeff Pilson from Dokken, Jason Bonham, and Zakk Wylde. They were the three main guys from Steel Dragon. Alors autant vous dire que c'est la période où il consommait de l'alcool comme il fallait. Mon avis, il a pas dû voir, il doit plus se rappeler beaucoup Il sait du plus. tournage. Je sais plus. À part les parties où il joue, sinon clairement, enfin où il fait de la guitare, sinon les parties où il fait l'acteur. Bon, tu sens qu'ils ont dit ouais non mais elle est bonne la prise. Non mais c'est pas grave. Allez, Ouais, c'est pas on va grave. faire avec. En batteur du groupe, vous avez le fils de John Bonham de Led Zepp. Bon, Ça va. le casting c'est off. Non, c'est ça. Donc, allez checker la bande-son du film qui est ouf. Donc, Steel Dragon, le nom du groupe fictif. Alors, de temps en temps, c'est vrai qu'il y a des trucs un peu lourdingues, un peu comédie romantique habituelle, parce que Jennifer Aniston oblige, et puis l'époque aussi veut ça. Vous avez le bassiste de Foreigner qui fait le bassiste du groupe. Pareil, c'est tant propre. qu'il s'agit de rajouter des trucs. Il y a eu des clips et des singles qui sont sortis, notamment la chanson We All Die Young, qui est vraiment très bien, qui est un peu baladesque de l'époque, années 80. En gros, le groupe est un mélange entre Dio de l'époque, avec un peu une sauce un peu glam, Aerosmith, Motley de l'époque, en mode un peu les brushing, et en même temps on fait quand même du hard un peu vénère. Il y a un petit peu de tout. Franchement, ça vaut le coup. Il y a 7 chansons originales, il y a des trucs un peu cool. Ce qui est assez drôle, c'est que l'histoire se répète, puisque encore une fois je vous spoil. À la fin, il quitte le groupe pour rejoindre son amoureuse et ils vont refaire le coup. Ça veut dire qu'ils vont faire venir un fan du groupe qui va le reprendre, et c'est le fan du groupe qui monte sur scène et qui a l'air tout jeune. Et ben c'est Miles Kennedy d'Alter Bridge excellent. qui reprend la place et qui chante aussi mieux que Marky Mark à l'époque. Bien foutu. Pour le coup, c'est jamais lui qui chante en vrai. C'est toujours doublé. Alors il y a des films où c'est pas le cas, mais dans celui-là, pour le coup, c'est pas Mark Wahlberg qui chante. Mais vous verrez tout à l'heure, je vous présenterai un film et là pour le coup, c'est l'acteur qui chante et il aura fait des miracles. Word
Eh ben, tu m'as donné envie en fait. Ah, tu veux que je continue? Même, je vais même, allez, je vais l'avouer. Je pense que le côté comédie romantique de l'époque a vendu le truc aussi, en fait. Ah, en fait, il est facile. C'est un film que tu regardes avec une petite part de pizza. Tu vas rigoler parce que c'est cheesy Ouais, et tout, mais... honnêtement, ça m'a donné envie. Il va rentrer dans la liste des à regarder. Pas mauvais, vraiment pas mauvais. Alors après, il faut le prendre pour ce que c'est. Hein. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, hein, mais franchement, il se regarde tranquillement et puis vous pouvez le regarder en famille et tout. Du coup, je vais embrayer sur quelque chose de complet. Alors moi, ce sera beaucoup de la comédie, je pense, et globalement, hard rock et comédie, en fait, ça marche plutôt bien, je trouve. Et je vais partir sur un autre classique pour Spinal moi. Tap. Airheads. Eh ben, Alors là, je connais pas. Tu connais pas, bah je te le laisserai en partant, je pense, et puis tu pourras te faire plaisir. Alors déjà, petit casting sympathique, puisqu'on a Adam Sandler, Brendan Fraser et Steve Buscemi. Et pour moi, bon, ça pose son truc. Sur le film intelligent, déjà. Ouais, attention, hein, c'est pas une réflexion sur. Non, c'est pas une réflexion. De toute façon. Donc en fait, ça suit un groupe de branquignoles qui fait une espèce, pareil, de Ivy un peu glam, on va dire. Et leur niveau intellectuel est pas forcément très haut non plus. Il y a une espèce de gag récurrent sur le fait qu'ils s'appellent les Lone Rangers. Mais pourquoi c'est au pluriel s'ils sont lone? Enfin, c'est le ranger solitaire, mais à plusieurs. Donc déjà, voilà, c'est le niveau du groupe. Et en fait, ils n'arrivent pas à percer. Et du coup, ils vont prendre en otage une radio indépendante pour faire passer leur titre. Le fait est que ils la prennent en otage avec des pistolets à eau remplis de tabasco. Ils se sont dit on n'aura jamais attiré de toute façon. Enfin voilà, ça part en cacahuète complet. Adam Sandler, c'est un mec qui fait de l'entretien piscine. Enfin voilà, tout est assez délirant. Il y a des petits caméos, par exemple, jeu de mémoire. Il y a Lemmy qu'on voit dans la foule. Il y a des scènes assez délirantes sur en fait un flic qui se fait passer pour un agent et qui voudrait les faire signer pour qu'il libère les otages, sauf qu'ils lui font un petit quiz pour voir si c'est vraiment un agent et s'il connaît le hard. Enfin voilà, c'est... D'accord. Qui l'emporterait s'il devait se battre, Lemmy ou Dieu? Lemmy. Dieu. Faux connard, t'es piégé, Lemmy, c'est Dieu. Dégage. Oh, écoutez, c'est tous des trucs un peu délirants. Il y a, on voit White Zombie. Alors, je pense que c'est White Zombie et non Rob Zombie sur scène. C'était encore le groupe à un moment où ils partent à la recherche de la cassette. Parce qu'en fait, eux, ils arrivent avec des bandes. La radio peut pas passer les bandes, donc il faut retrouver la cassette qui a été embarquée par l'ex-copine de Brendan Fraser. Enfin voilà, ça paraît un peu. Il y a des péripéties. C'est de la comédie de l'époque aussi, où vraiment ça part dans tous les sens. C'est super fandard et puis voilà, il y a beaucoup de gags d'époque en fait, un peu de situation. Comme je dis, c'est trois mecs dont l'intellect est pas hyper développé. Dans le même temps, la radio indépendante est revendue à une chaîne, donc ça pose aussi. Il y a une critique de la société commerciale. Ouais, voilà. Mais film vraiment léger aussi. Pas prise de tête. Ouais. Pas prise de tête. Un peu dans l'esprit Wayne's World. Tu retrouves ce côté-là un peu de. Ouais, les hard rockers, c'est des attardés qui grandissent pas. Le jugement grand public de l'époque. À un moment, l'autre, il lui demande s'il y a des significations à ses tatouages. Enfin, il a un gecko, il a une gonzesse à poil, ce genre de truc. Ouais, c'est hyper profond pour moi. Enfin, voilà, quoi. Tu comprends un peu le délire. Les hard rockers sont pas sérieux, ils sont un peu concons. Ouais, malheureusement, c'est l'image qui a été véhiculée dans plein de trucs. Là, c'est poussé à son top niveau, quoi. Voilà un peu, c'est un film pour moi. Tu peux rappeler le titre? C'est Airheads, c'est Radio Rebelle en français. Et ce film, je suis tombé un peu par hasard dessus, en fait, en me baladant au pas de la case à la frontière espagnole. Il était dans un bac, tu vois. Bac à 1 euro. Ouais, c'est ça, un peu ça. Et puis la pochette, en fait, tu sens que derrière il y a du hard rock, quoi. Et Radio Rebelle, bon allez. Il y a une comédie 100% destroy. Attention. Et quand tu vois la tête des Brendan Fraser et tout, tu te dis que c'est pas jeune en fait. C'est surtout Buscemi. Ouais, Buscemi, là, et il y avait un mème pendant un moment où il disait que c'était Anselmo avec Eddie Vedder et tu vois, il se foutait un peu. C'est vrai qu'il y a un petit côté. Voilà, enfin voilà. Donc c'est léger, ça se trouve assez facilement, je pense. Bon moment, vraiment dans l'esprit des comédies de l'époque. Je t'avoue que j'ai jamais entendu parler de ce truc. N'hésitez pas à nous dire si vous connaissez. Je te laisse sur place et puis tu pourras juger. Faut qu'on se fasse une soirée film. Complètement. Ah, oui. Entre autres. Je vais embrayer sur quelque chose de plus sombre, de plus historique aussi.
parce que je vais partir sur un de mes coups de cœur. Alors c'est marrant, c'est qu'en faisant quelques recherches pour l'émission, je me suis rendu compte qu'en fait il était assez décrié, alors que moi ça a été vraiment une révélation à l'époque où je l'ai découvert à un peu ma période fac, je dirais. Donc je devais avoir à peu près 19 ans, quoi, un truc comme ça. Bon, c'est souvent à cet âge-là qui marque. Je pense que j'ai dû le découvrir plus ou moins dans ces eaux-là. Après, on a découvert que c'était un groupe qu'on aimait en commun, donc je laisse un peu de mystère pour l'annonce. Mais pour moi, c'est un grand film en fait. La grand film et en plus grand réalisateur, parce qu'on va parler de The Doors par Oliver Stone. Alors, c'était très difficile de portrayer un groupe qui a autant marqué son époque. Et c'est ce qui a été reproché. Alors du coup, je me suis intéressé aussi aux critiques parce que je voulais un peu comprendre pourquoi les gens n'avaient pas aimé. Et en fait, c'est un film sur Morrison. Et les gens ont été assez déçus que ce soit pas un film sur les Doors, mais vraiment centré que sur Jim Morrison. Et ils ont bien voulu avoir aussi un peu de truc sur Ray Manzarek, etc. Parce que d'ailleurs, c'est ce qui va lui être reproché, même par Ray Manzarek lui-même. Ouais. Parce qu'en gros, ils veulent faire les choses bien. Il y a plein de gens qui y ont voulu avoir les droits. Tarantino, a priori, Scorsese. Alors, je vous laisse imaginer les versions qui auraient été incroyables. La version de Tarantino, ce serait bien dans tous les sens, je crois. Un Scorsese, ça aurait duré 3 heures, mais ça aurait été chouette. Ouais. Et en fait, ils sont OK. Les 3/4 des membres du groupe sont OK pour laisser uniquement Oliver Stone aller dessus parce qu'il vient de sortir Platoon. Et tout le monde est scié par ce qu'il a réussi à faire, son œil de réalisateur et tout. Donc, tout le monde est OK, sauf Ray Manzarek, qui lit le script et dit « Ah non, mais moi, je suis pas d'accord pour ça parce qu'en fait, il va forcément accentuer pas mal de traits. Il va rendre à Morrison plus alcoolique qu'il ne l'est vraiment. Alors, à prendre avec des pincettes. Par contre, il va faire les choses bien. Il va rencontrer plus d'une centaine de proches du groupe de l'époque. Il va rencontrer tous les membres du groupe qui voudront bien le voir, donc pas Manzarek. Plein de gens qui ont été influents de la scène et tout. Il va vraiment pas faire les choses à moitié, donc les recherches sont bonnes. Après, j'ai trouvé que les critiques, c'était vraiment les techniciens des chips. J'ai lu quelqu'un qui avait descendu le film et qui a dit « Oui, alors à telle minute... Jim Morrison boit une bière de telle marque. Il en aurait jamais bu. Cette marque-là n'a existé que l'année d'après. Ouais, moi, ça m'a vraiment sorti de mon film. Enfin, à quel moment tu vas sur Google regarder la date de création de la bière? Tu te dis vraiment que les gars, ils ont été pinailleurs as fuck. J'ai envie de te dire, la performance de Kilmer, elle efface toutes les incohérences de date de bière, quoi. Mais c'est ce que quand même les gens relèvent, malgré les critiques, ils disent quand même que la performance de Kilmer est fabuleuse. Et en fait, ce qu'ils reprochent, c'est qu'ils ont mis un peu de côté le côté poétique. Alors, apparemment, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, etc. Et tout ça, ça a été un peu caché parce qu'on montre plus son côté coureur de jupons, drogue, alcool, les démons et tout. Et il regrette que, Manzarek dit, en fait, le Morrison que je vois à l'écran, c'est pas le gars que j'ai connu. Et, alors, ça, c'est la version officielle. La version officieuse dit que, en fait, il aurait bien voulu réaliser le film et que personne ne l'a laissé faire. Et qu'après, quand il a vu comment il était portrayé lui-même à l'écran, donc comme un gars très pompeux, avec pas mal d'ego, bizarrement, ça lui aurait pas tellement plu, donc il a toujours craché sur le film. Bon, après, il y a toujours à prendre et à laisser. Je pense que chacun a un petit peu ses torts aussi. La légende veut que quand tous les membres du groupe, sauf Manzarek, se sont réunis avec Oliver Stone et tout, et ils ont eu les bandes d'audition de Kilmer, qui a envoyé une compilation de chansons de Doors qui chantait lui. Et les gars ont tellement halluciné qu'ils se sont dit qu'il y a des morceaux, ils n'arrivaient pas à distinguer si c'était Morrison ou si c'était Kilmer qui chantait. Of the tree, and the life of the tree, and the spirit of it, till your own personality is gone from the words. This is the end, beautiful friend. And when you're gone from the poem, then it's a poem. This is the end, my only friend, the end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. Part of you disappears so that you can dance with the spirit of something else. Donc ça place déjà. J'ai envie de dire ça, ça légitime vraiment. Petite anecdote que je suis allé vous dégoter, vous creuser et tout. Alors il y a eu plein d'acteurs qui ont été pressentis pour jouer Morrison. Et notamment Ian Astbury, qui est le chanteur de The Cult. Et pareil, en fait, il voyait tellement Morrison comme un poète et plus raffiné que juste un alcoolo qui draguait, qui mettait des mains au cul, qu'il a refusé. Alors qu'en plus, c'était un moment où The Cult était qui était vraiment en perte de vitesse et ça aurait été vraiment bon pour le groupe. Et en plus, c'est un très bon chanteur que j'aime beaucoup. Il faudrait que je vous parle de The Cult un jour parce que c'est un groupe totalement oublié de l'histoire alors qu'ils sont vraiment incroyables. Et
Ça a été compliqué. Alors, il y a un moment, ils avaient même envisagé John Travolta. Wow. Apparemment, c'est un des noms les plus récurrents. C'est même, vrai. Plusieurs, les autres réalisateurs qui avaient essayé d'avoir les droits, ils avaient pensé à lui aussi. J'essaye de faire un lien physique, en fait. J'essaye de mettre les deux têtes en superposition. Et J'avoue que j'ai pas saisi. Je ne l'ai pas. Et en fait, ce qui fait pour moi que le film sort vraiment de l'ordinaire et sort du biopic habituel, c'est que Oliver Stone, donc, on lui demande encore assez régulièrement des trucs sur ce film parce que malgré qu'il ait été un peu décrié, il a quand même été assez aimé. Enfin, en tout cas, il est puissant, il laisse pas indifférent. C'est que, en fait, il cherchait d'abord les chansons, et quand il avait trouvé une chanson qui lui parlait, il filmait seulement une chanson. En fait, il écrivait uniquement le scénario et il essayait de le lier à des moments historiques, plus ou moins historiques, uniquement après avoir choisi les chansons. En fait, il voulait parler des chansons et seulement après, il a pensé film. Donc c'est ce qui donne ce côté un peu, il s'est beaucoup intéressé au côté Lizard King de Doors, donc le côté un peu égomaniaque, un peu gourou de Morrison, et c'est aussi ce qui a gêné les gens de l'époque. Finalement, c'est un peu un film un peu sensationnel, mais je trouve qu'il représente l'histoire, il représente le côté, la grande personnalité hors norme de Morrison, mais c'est vrai que peut-être le côté un peu plus fin, le portrait est peut-être pas assez tempéré, on va dire. Après, c'est Oliver Stone, il a des points de vue quand même assez tranchés sur les éléments historiques. Ouais. Alors visiblement, j'ai vu qu'il y a des sites qui répertorient point par point toutes les négligences historiques. Oula. Franchement, les trucs que j'ai lus, ça tenait plus de l'anecdotique que du truc vraiment fou. Alors, la seule petite anecdote que j'ai vue, c'est qu'à un moment, il y a un contrat qui est plus ou moins signé entre Morrison et Buick, parce que pour qu'ils utilisent Light My Fire pour une publicité Buick, et ils refusent. Apparemment, dedans, ils refusent pas. Ouais. Bon, allez. Ouais, il y a beaucoup de bonnes choses qui font, je pense, oublier le reste. Après, pour le côté sensationnaliste et sur le fait qu'on accentue le côté un peu déjanté de Morrison, je pense que ça aide aussi à ce que ça en fasse un film un peu plus grand public, en fait. Je veux dire, il y a les amoureux de la musique et du groupe, et il y a aussi un film pour les gens. Un film de cinéma. Un film de cinéma, voilà. Et je pense que si ça avait été trop loin dans le côté poétique ou dans le côté expérimental, etc., qui est fort prégnant chez les Doors, on va pas se mentir. Je pense qu'il y a des gens qui auraient décroché, et là, en fait, il permet peut-être de réunir tout le monde au milieu. Et... ça a remis un œil sur des générations un peu plus jeunes, parce que 1991, on était quand même au début de vague grunge et tout. Bon, il y a quand même pas beaucoup de traces de Morrison dans Nirvana, quoi. Bien qu'il y ait eu aussi, il y a quand même un côté poète, mais pas vraiment dans le même style, quoi. Ouais, dans l'attitude plus que musicale, etc. Mais ouais, je pense que ça permet aussi de montrer certaines choses, et puis d'élargir un public, en fait, et de pas en faire un film arty, et voilà. Et toi, tu l'avais vu, tu m'as dit que c'était un film qui t'avait marqué aussi, quand même. Oui, bien sûr. D'abord parce que, comme toi, j'ai beaucoup écouté les Doors à une époque. J'ai lu plusieurs biographies de Jim, et surtout, je pense que comme beaucoup, je suis marqué vraiment par... Fasciné, quoi. Ouais, il y a une espèce de fascination et de comprendre le personnage, parce que je pense qu'il y a beaucoup de tenants et aboutissants dans son art, en fait, que ce soit sa jeunesse, que ce soit ses expérimentations. Je pense que c'est quelqu'un d'hyper profond, en fait. Et je trouve que dans le film, on arrive quand même à sentir aussi un personnage hors norme. Et pour moi, vraiment, c'est la performance de Kilmer qui est absolument incroyable. Incroyable, je vous invite vraiment à aller le voir. Si ça avait été la performance sur un chanteur fictif, je pense que ça aurait été aussi fou, en fait, sans connaître Jim Morrison, en fait. C'est clair. C'est vraiment une performance d'acteur absolument incroyable. Et au travers de ma fouille d'anecdotes, j'en ai trouvé une qui est bien bidon et que j'ai beaucoup aimé. En fait, on a été conditionné à aimer ce film, puisque on retrouve une affiche de ce film dans le garage d'Hélène et les garçons, dans leur salle de répète. Oh, l'anecdote absolument improbable. Je pense que c'est peut-être là, alors, c'est l'image subliminale. Ouais, le subliminal verse. C'est ça, ouais. Il savait qu'on allait regarder Hélène et les garçons. Je savais que vous ne pouviez pas vivre sans cette anecdote, donc je vous laisse me remercier dans les commentaires. Incroyable. Est-ce que tu as un troisième film? Alors moi, j'ai un troisième, et je suis partagé entre deux. J'avais pas envie de faire des films en streaming, mais il y en a un dont je parlerai rapidement après, mais vraiment moi c'est pareil, il y en a très rapide. Et sinon, je vais partir sur Tenacious D and the Peak of the Destiny. Vraiment, grand classique. Pareil, grand classique, et encore une fois une comédie franchement légère, à la limite du débile par moment. On va pas se mentir, mais les pompes de queue,
Oui. C'est une pompe de queue. Il y a des jeux de mots un peu infantiles, dirons-nous. Ouais, c'est ça. Après, je pense qu'on sait tous que Jack Black, c'est quelqu'un qui aime le rock, qui en fait, qui en joue, qui en a écrit, qui a sorti des albums et des trucs plutôt bien pensés, des textes assez drôles de toute façon. Plus fin qu'il en avait. Ouais, exactement. Je pense que c'est quelqu'un de cultivé déjà et qui est pas juste le bouffon qu'on connaît en fait dans beaucoup de ses films. Et dans celui-là, est-ce qu'il y a une part autobiographique, j'en sais rien. Le gamin dans sa chambre du début. À fond. La première scène, la première chanson, elle pose le respect de ce gamin qui est dans une famille hyper chrétienne, dont le père refuse catégoriquement qu'il joue du rock et alors lui il est tout content de venir leur montrer un morceau qu'il a écrit, de leur jouer, mais qui parle de couper des balls de dragon et voilà quoi, un truc un petit peu choquant pour sa famille. Et puis le fait d'avoir été chercher Dio pour le chanter et qu'il apparaisse dedans, ça montre déjà son testament. Oui, c'est ça, exactement. Il n'était pas obligé quoi. Et In the city of fallen angels, where the ocean meets the sand, you will form a strong alliance, and the world's most awesome band. To find your favorite fortune, through the valley you must walk. You will face your inner demons. Now go, light, sun, and Double move? No. You sing harmonies on them too? No. And backing vocals? It's no fun. I want to do more. That's great. I'm glad you're happy with it. Oh, God. Cool. No, Good part, too. it's, Great stuff you wrote. Really Yeah, good. I just can't believe this is really happening. Et les morceaux, même quand Dio vient chanter, le morceau il est fantastique. Il prend quoi. Ça pourrait être un vrai morceau de Dio. Toute la bande son est vraiment délirante. Et puis un peu comme dans Spinal Tap, il y a des trucs complètement farfelus, notamment. Alors je sais que ça existe avec Michelangelo Bassio, mais la guitare à 4 manches qui est en forme de cuisse ouverte. Sauf que là, d'un coup, Calgas, lui, il a 4 bras. Chose que n'a pas Michelangelo Bassio. On ne sait pas. Voilà. Peut-être il va trop vite, on les voit peut-être 3. 3, c'est envisageable. 4, je ne sais pas. Mais voilà, c'est très farfelu, c'est très millième degré. Mais c'est drôle. Et rien que pour la bataille finale, le film, il méritait. Et donc, en fait, j'avais complètement oublié cette chose. Et c'est hier, en cherchant mes DVD, que je suis tombé dessus. Alors, je sais pas s'il y a déjà l'épisode qui est sorti sur la 333. Oui. Il sera déjà sorti dans le turfu. Peut-être. Ou alors, ce sera un teaser. Donc, hier, j'ouvre le DVD de The Peak of Destiny et je vois quoi? Je vois Dave Grohl, parce que le diable est joué par Dave Grohl. Ouais. Et il a une Washburn 333. Dimebag. Ouais, exactement. Le modèle qui sera présenté sur la chaîne. Le modèle que Quentin vient chercher à la maison. Exactement. Et ça, j'avais complètement oublié. Rien n'arrive par hasard. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a eu l'idée de cet épisode sur les films hier ou avant-hier, alors que c'était déjà prévu qu'il vienne chercher la guitare. Exactement. Ouais, il y a l'univers. On l'a toujours dit, l'univers. Le côté catchy des chansons qui restent en tête. De toute façon, n'importe qui a déjà écouté du Tenacious D, même sans le film, c'est facile. En fait, c'est mémorisable, c'est facile, c'est simple sans être facile. Ouais. C'est simpliste, quoi. Ouais, voilà, c'est pas simpliste, c'est des vraies bonnes chansons. C'est vrai. Des vraies bonnes chansons. Mais drôles, en fait. Ouais, et puis, il y a le côté où t'as envie de les chanter avec tes potes, où t'en as un apéro, quoi. Ouais, complètement. Il y a le côté communicatif. En plus, souvent, il suffit d'une gratte sèche. Il y a pas mal de morceaux qui sont, une gratte sèche suffise. Enfin, voilà, chez Tenacious D, il faut une 333. Aussi. Mais maintenant, chose faite. Voilà. Enfin, voilà. Super film, bon moment, pas toujours très fin. Vraiment, je reviens sur la pompe pas toujours très fin, mais en même temps, c'est un film sur le rock'n'roll. Bien, qui n'est pas toujours très fin non plus. C'est une comédie rock'n'roll. C'est ça.
Ouais, et puis est-ce qu'on a besoin que ce soit fun? On verra sûrement sur d'autres épisodes. Je sais qu'Anto notamment qui m'a introduit à ce film. Non, ce n'est pas ça. Jack Black est un habitué des films rock'n'roll choral, un peu comme ça, où les buddy movies et tout. On parlera sûrement de School of Rock avec Anto, parce que c'est lui qui m'a montré ce film. Et voilà, il a ce côté, cette bonne gueule du coup t'as juste envie d'être pote et de faire un barbecue avec. Quoi. Ouais, complètement. Et puis tu sens qu'il est comme ça à l'extérieur. Ouais, qu'il joue pas. Et c'est léger, encore une fois, c'est pas fin, mais à côté de ça, je trouve qu'on sent que Jack Black, et Kyle Gass aussi, hein, on sent qu'ils ont cet amour de la musique. En tout cas, bien sûr. C'est pas du rock pour du rock, c'est pas ouais, exactement. Donc vraiment un super moment à regarder vraiment pour se détendre et puis avec des gags vraiment certains exceptionnels, vraiment. C'est ça. Alors je vais enchaîner aussi sur un film très léger qui est très très peu connu. Alors vraiment, j'ai vraiment peu connu de gens qui l'avaient vu. C'est Detroit Rock City qui est sorti en 99. Alors c'est pareil, ça a pas beaucoup franchi les frontières américaines, mais quand même, c'est pareil, c'est un buddy movie entre 4 ados. En gros, le pitch du film, c'est au début, c'est des gros fans de Kiss. Je crois qu'ils ont un groupe de hard aussi. Et ils ont des tickets pour aller les voir en concert, c'est le plus beau jour de leur vie. Et il y en a un qui fait une connerie et sa mère brûle les tickets ou les jette ou je sais plus quoi. Et donc tout le pitch du film, c'est ils doivent retrouver un moyen, chacun leur tour, chacun dans leurs propres aventures, d'arriver à trouver un moyen d'avoir des tickets pour aller voir Kiss. Et donc c'est pareil, très délirant. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est un des premiers films d'Edward Furlong qu'on verra notamment dans American History X, qui est un super acteur et qu'on voit très très peu finalement, qui a pas une énorme carrière alors que c'est vraiment un bon acteur. Je pense qu'il a eu des petits soucis aussi de conso et il avait plus ou moins doublé de volume. Ça reste Terminator 2, Edward Furlong quand même. C'est sûr. Connard. Il a dû être star très jeune c'est toujours très difficile à gérer. Il y a eu des images de lui où il avait vraiment doublé de volume après American History X, parce que dans American il est encore jeune, il est fit et puis il est jeune surtout, donc je pense que c'est l'après qui a été compliqué. Il a vraiment des succès énormes, Edward Furlong. Detroit Rock City. Detroit Metal City, c'est une bande dessinée, un manga. Detroit Rock City, moi j'en ai entendu parler à l'époque de sa sortie, mais pour sa bande originale en fait, dans les magazines et tout ça. Donc il parlait plus de la bande originale que du film en fait. Le film c'est pareil, c'est un film léger avec des adolescents. Et c'est gag sur gag en gros. Mais par contre la bande son, alors déjà, petite anecdote qui va nous rassembler, j'espère pouvoir te l'apprendre. C'est de là où vient la reprise Catch Fever de Pantera. D'accord. Alors évidemment, je connais la reprise. En revanche, elle vient de la BO du film en fait. D'accord. Elle vient de la BO du film. Et alors après, il y a du classique Black Sabbath, du T-Rex, Finlizzy, AC/DC. Ils ont eu quand même les droits, ce qui était quand même pas rien. C'était pas les Marvel à l'époque où t'as un AC/DC à chaque truc. Donc là, d'acheter autant de droits, c'est pas mal. Et Runaways, donc Joan Jett et tout. Et forcément cette reprise de Pantera quand même, cette reprise de Ted Nugent par Pantera, du Van Halen, du Black Sabbath. Bon, de quoi faire une éducation pour ceux qui ont commencé avec ce film. Et en fait, quand j'ai cherché un peu des anecdotes sur le film, il y a plein de gens qui disaient qu'ils avaient commencé à écouter du hard avec ce film. Donc ça veut dire qu'ils étaient ados en 99 quand c'est sorti. En fait, ils l'ont fait pour le film. Ils ont été le voir pour l'histoire et puis ils sont repartis avec des goûts musicaux plutôt cool. Exactement. Super cool. Est-ce que c'est pas le... Ouais, génial. C'est excellent, Tu voulais mentionner un autre film ? En fait, c'est un film qui est assez dur à trouver maintenant. Il était, en fait, il y a quelques années sur le Prime Video. Et maintenant, il est sur l'Apple TV, mais je pense qu'il y a moins de gens qui ont l'Apple TV que le Prime Video, du coup, et c'est Heavy Trip. Alors, c'est un film finlandais, et même à l'époque, sur le Prime Video, c'était finlandais sous-titré français. Okay. Et donc, c'est un groupe de métal assez extrême qui s'appelle Impaled Rectum. Donc, tout est dit, hein. Et qui sont dans un bled paumé, qui connaît rien. Dans le trou du cul du monde. Ouais, c'est ça, exact. Le Impaled Rectum, c'est le trou du cul du monde. C'est tout trouvé. Et donc, en fait, ils jouent pour eux et ils sont un peu moqués par la population de ce bled Est-ce qu'il y a corpse paint et tout? Alors non, pas sur scène. Et en fait, ils ont un peu du mal à jouer sur scène parce que justement, ils sont dans un trou. Et le chanteur vomit chaque fois qu'il monte sur scène à cause du track. Donc, ils ont jamais réussi à faire de scène. Et la star locale, c'est un mec qui a fait une chanson une fois, une chanson folklorique un peu finlandaise, tout ça. Et en fait, ils vont mentir
Ils vont dire qu'ils participent au plus gros festival métal extrême de Norvège. Et de là s'ensuit des gags pareil, comme un peu bas du front. Un peu comme les classiques du genre. Alors pour la photo promo, il roule à fond en van pour se faire tirer le portrait par un radar, ce genre de conneries. Festival. Ja heitä se pamppu takas. Tämmönen helvetti. Ihan sama, minä ainakin lähden sinne Norjaan soittamaan. Vaikka perkele arkussa. Tynkky, kuoliko se taas? Mitä kajakit oikeastaan soitatte edes? Sinfonista postapokalyptista reindeer grinding Christ abusing extreme sotapakana fennus metal. C'est du délire comme ça, un peu comme tous les films que je vous ai présentés finalement, mais encore plus délirant et en finlandais. Alors je sais pas si c'est typique de l'humour finlandais, mais c'est quelque chose. Honnêtement, si vous pouvez le regarder. Redis le nom. Heavy Trip. Alors il y a eu un 2 que j'ai jamais eu la chance de voir et que je ne retrouve plus d'ailleurs sur les radars. Mais je te dis, Heavy Trip, il est trouvable. Après, le plus dur, ça va être de trouver une version sous-titrée française, etc. Quoi. Super délirant. Voilà. Dernier conseil de ma part. On aura fait une petite vidéo de l'été bien légère pour si vous voulez vous faire des petits films quand il fait chaud comme ça, on n'a pas envie de réfléchir trop longtemps. Exactement. C'est pas le moment de regarder un Scorsese et réfléchir trop longtemps. Enfin, tu me diras, Scorsese, il faut pas toujours réfléchir, mais c'est long. C'est ça. Que là, généralement, en 1h30, t'as fait le tour. T'as fait ton truc. Une petite canette. Et puis une petite canette bien fraîche, d'un truc un peu léger. Ouais, c'est ça. Tranquille. Exactement. Et on va finir par le monument, évidemment. Est-ce qu'on pouvait faire sans? Bah, c'est ça, la casquette est là, le gigateuf. Finalement, est-ce que la chaîne est pas un peu un hommage à Wayne's World? Hop, la caméra avait pris son indépendance. Il y a du budget. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté. Bah, c'était une parodie, ça en est vraiment une, parce que il y a l'amour dedans, il y a l'humour évidemment. Moi, j'ai découvert il y a pas si longtemps. Alors en fait, Wayne's World, vraiment, hein, ça fait partie des films que j'ai le plus vu. Et vraiment, quand je dis le plus vu, et comme beaucoup de gens qui ont vu Wayne's World, on le connaît par cœur. Et en fait, je savais pas qu'avant c'était une série de sketchs dans le Saturday Night Live, et que en fait c'était déjà en plus avec Dana Carvey et Mike Myers, c'est que c'était vraiment des sketchs et que ça a été une des rares fois où des sketchs et un duo comique du Saturday Night Live a été adapté en film. Et qui a réussi. Et qui a réussi d'ailleurs. Et voilà, je l'ai appris récemment et on saurait même pas dire quel gag, quelle scène, c'est l'enchaînement. Déjà super VF. Complètement. Ça c'est à noter. Complètement. La VF est même plus culte quasiment que elle est pas VO. Ridicule, les gags s'en sortent bien et la transposition des gags est carrément crédible. Alors, il faudrait vérifier, mais je sais qu'à l'époque, ce genre d'humour, et en plus c'est des grands amateurs du Saturday Night Live, c'était fait par les nuls. Les nuls avaient notamment la Farrugia, etc. et Chabat, ils avaient tous les trucs qui sortaient comme ça, ils étaient très branchés humour américain, et ils s'arrangeaient pour essayer de choper les droits, faire soit les doublages, soit écrire les dialogues en VF, parce qu'ils voulaient tellement que l'œuvre soit respectée, et je sais que c'est le cas pour plein d'œuvres, des fois même sous-estimées, même ils sont pas crédités parfois, mais ils ont mis leurs mains dedans parce que c'était des gros fans. Moi je suis pas vraiment surpris, et c'est crédible totalement, et pour une fois en effet les gags tombent pas à plat pour des traductions bidons, ou pour des jeux de mots qui passent qu'en anglais finalement et qui sont traduits littéralement, enfin là, mais comme je dis, si t'enlèves déjà ne serait-ce que le Bohemian Rhapsody, même là derrière t'arrives à trouver 50 scènes cultes en fait, et que tu connais par cœur, quoi. On n'est pas dignes, on est des merdes, on est tout petits, on est à chier. Et Alice Cooper, dans un magazine, il y a un mois, il disait encore qu'il se passait pas une semaine sans que quelqu'un lui fasse. Mais évidemment, puis, ça paraît, je veux dire, on le voit sur scène, c'est génial, tout est génial en fait. Ça. Et tout est son utilisation en deuxième degré où il vient parler des Indiens et tout, enfin super bien. Je rêve où ce mec a le sens de la fête. Ouais, c'est ça. Et le truc qui a le plus détruit le mythe pour moi, c'est que j'ai regardé un documentaire sur le 1 et le 2, et en fait c'est que donc Dana Carvey et Mike Myers s'entendent pas très bien. Non. En fait ils sont pas potes dans la vraie vie, et au début Dana Carvey était tout seul.
et faisait ses sketchs. Il a eu du succès. Après, Mike Myers est arrivé, a fait ses sketchs, il était tout seul. Et en gros, c'est un gros producteur qui a dit vous êtes deux marrants, allez, c'est bon, vous êtes un duo maintenant. Ils ont été créés presque. Ouais, ils ont été créés, et en fait, c'était la compétition entre les deux parce que Garth, donc on va utiliser leur nom. Oui. Garth, en fait, avait le zoom, en gros, que tout était pour Wayne et qu'il voulait peut-être le faire valoir un peu space. Donc en fait, il a fait réécrire des tas et des tas de faux scripts et il s'est rajouté des tas et tas de répliques. C'est pour ça que des fois, on a l'impression, maintenant que je l'ai vu, j'ai revu le film depuis, et on a l'impression que les gags de Garth arrivent un peu des fois comme un cheveu sur la soupe. Ils sont super, mais c'est vrai que tu te dis, ça casse un peu le fil scénaristique. En fait, c'est parce qu'il les a ajoutés en disant non mais moi aussi je veux des scènes. C'est ça, il voulait son quota de. Ouais, parce que il voulait pas que tout soit. Ce que je peux comprendre, surtout. Le titre c'est Wayne's World. Ouais. Après c'est l'histoire de Wayne. C'est pas Wayne, c'est Garth's World. Alors, j'ai vu récemment aussi qu'il y avait eu des potentielles idées pour un 3, mais qui auraient été abandonnées. Et d'ailleurs, ça a l'air nul. Ouais, complètement. Et Dana Carvey fait souvent des blagues là-dessus, en fait. Ouais. Apparemment, et il laisse planer un doute. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je ne pense pas. Déjà, le 2, tout est pas acheté, mais tout n'est pas à garder non plus. Et j'ai vu d'autres choses, en fait. Dana Carvey, la mauvaise par rapport à Mike Myers, parce que il a fait des imitations devant lui, et Mike Myers les a repris dans des autres films qui ont marché. Oups. Et du coup, et sans lui demander. Manque de classe. Ouais. Donc il dit non mais en fait ça c'est ce personnage-là, c'est moi qui l'ai créé et tout. Je sais plus exactement. Il y a vraiment, je vous le mettrai parce que je vais aller rechercher le documentaire, mais il y a un truc en plus. Je sais plus. Je crois pas que c'est Austin Powers, mais bon, à vérifier. Je vous le mettrai. Et je sais qu'il l'a super mauvaise parce que c'est un truc qui a vraiment dépassé, qui a fait vraiment la carrière de Mike Myers. Pas très classe. Et du coup, un peu moyen. Petit clin d'œil, alors, on va faire un parallèle avec un autre film, comme ça nous permet de faire des détails. Dans le film Bohemian Rhapsody, vous avez une scène qui est véridique où en fait ils vont dans un bureau d'un major et tout et ils disent voilà, on veut que Bohemian Rhapsody ce soit le single de notre album. Et les gars ils disent mais vous êtes complètement cinglés, la chanson elle fait 8 minutes 30 ou 8 minutes 50, je sais plus. Et au-dessus de 3 minutes, allez 4 minutes si on veut vraiment être gentil, mais les gens vont jamais vouloir ça. Et dans le film, c'est Mike Myers grimé qui est fait ce producteur et qui a cette réplique. Mais personne ne voudra écouter un Bohemian Rhapsody dans une voiture. Personne n'écoutera jamais ça dans une voiture. Et c'est en lien avec la scène. Je l'ai su vachement tardivement parce qu'il est méconnaissable. Ouais, il est vraiment grimé. Mais après, il a fructifié aussi. Ouais, il a développé aussi, mais une fois que tu le sais, c'est juste fabuleux. Ouais, en fait. Et je crois que la réplique, c'est ça. C'est personne n'écoutera jamais ça dans sa voiture en référence à la fameuse scène de Wayne's World. Et finalement, la boucle est bouclée. Wayne's World est éternel, je pense. Ouais. Je pense que tu peux le revoir aujourd'hui parce que c'est 92, je pense, le premier. Tu peux le revoir aujourd'hui sans problème, en fait. Il y a rien qui a mal vieilli, je trouve. Il y a rien qui est devenu politiquement incorrect selon les critères. Tu te rends compte que le 2 est un peu poussif parce qu'ils avaient moins Oui, d'idées. ils ont fait un 2 pour faire un 2, je pense. Et parce que le premier avait marché. Ouais, voilà. Mais les gags sont parfois lourds. L'Indien qui creuse un canoë. D'ailleurs, à propos de ça, le 2 a été fait ultra à l'arrache parce qu'en fait, ils étaient partis sur un scénario, ils avaient fait construire des décors et tout. Je crois que c'était, je sais pas si c'est même pas une ville futuriste où il y avait non, ils voulaient faire leur festival ou non. Je sais plus exactement. Bah non, il y a Woodstock. Donc c'est autre chose. Ils sont en train de construire quelque chose, mais du coup, ils ont fait faire fabriquer des décors et tout. Et genre, 15 jours avant de tourner, la prod leur a dit, en fait, on valide pas le scénar. Et ils ont jeté, je sais pas combien de décors, mais genre, plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de dollars. Et ils ont dû trouver le scénario, donc, de Wayne's World 2 sur un coin de table à l'arrache. Ça s'est fait sous la menace d'avocats. Et Mike Myers a failli être débarqué du projet. Et ça a été une grosse guerre entre le nouveau major parce que ça a été signé, c'est un gros truc. D'accord. Et en fait, c'est parce que le 1 avait super marché, donc le 2 a été forcé d'être fait vraiment dans la foulée. Dans l'urgence. Et ils ont fait la guerre avec Mike Myers, il a dû se battre, ils ont réécrit le scénario 50 fois peut-être, et donc ça a été une calamité. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de 3. Et qui, pour l'instant, ils sont toujours dans ça, c'est qu'ils ont tellement mauvais souvenirs. D'ailleurs, Mike Myers, ça fait une grosse pause après Wayne's World 2. Parce que il avait été presque dégoûté du ciné, quoi. Et surtout, des producteurs. C'était les producteurs qui étaient le problème. Alors, à la lumière de ça, je trouve que finalement, en fait, le 2, il s'en sort pas mal, alors. Surtout avec des casseroles au cul comme ça. En fait, si tu pars du principe qu'ils l'ont fait avec plaisir et qu'ils l'ont fait par eux-mêmes, et je trouve qu'en fait, tu te dis, s'il a été fait sous la contrainte,
Eh ben en fait, ils ont Ils essayé s'en de faire sortent. un truc correct en fait et d'amener du gag quand même. Ouais, il est Allez, on pas va mal. sauver. T'as sauvé Wayne's World 2. C'est ça. Et Finalement, sans dernière vouloir. petite anecdote, mais là plus personnelle. En fait, j'étais animateur pour des festivals. Donc, je travaillais pour, je crois que ça s'appelait Voyage en bus ou un truc comme ça. Ils avaient vachement d'imagination. Et en fait, par exemple, pour aller au Hellfest, où on avait fait le Sonisphere aussi. En gros, on démarrait par exemple de Lille et on faisait plein de grosses villes et on allait chercher des festivaliers un peu Génial. partout. On allait au festival et puis on les ramenait dans le sens. Et j'étais l'animateur du bus. Donc, Quelle il y a idée. des gens qui m'ont Quelle idée. subi. Donc, je faisais des blind tests, je faisais des playlists, je faisais Excellent. des quiz et tout. Et évidemment, j'avais acheté le double coffret Wayne's World, qui était un classique, et tous mes festivaliers, parce qu'il y en avait que j'ai traîné, entre guillemets, sur plusieurs fests, et qui me demandaient, est-ce qu'on va avoir Wayne's World? Vas-y. Et à chaque fois, Évidemment. les bus entiers qui faisaient les répliques au fur et à mesure. Enfin, c'était toujours un grand moment. Ouais, ça a dû amener une ambiance aussi. Il est très fédérateur ce film. Et- Et il y a plein de gens qui sont pas rockers ou métalleux ou passionnés de musique et puis Qu'on passe un bon moment. Ouais, voilà. Et puis tu leur parles de Wayne's World, ils ont forcément un moment qui leur parle, quoi. C'est ça. Et du coup, c'était mon petit plaisir parce que grâce à ça, grâce notamment à Wayne's World, il y avait toujours au moins la moitié du bus qui se rencontrait donc dans le bus à travers plusieurs villes. Et finalement, après Wayne's World, après les blind tests et tout, ils mettaient tous leur tente ensemble et en fait, on faisait presque un campement avec les gars du bus parce Génial. qu'on avait bâti un petit truc, quoi. Excellente anecdote. Je suis pas surpris de cet effet-là de Wayne's World sur les gens et de Tonton Wayne's World qui nous Imbattable. réunit tous. Ouais, Et puis, complètement. voilà, le ton léger mais pas trop, le côté musical qui finalement est presque au second plan. Oui, bah, totalement. Je veux dire, t'as peu de musique finalement. Hein. T'en as peu, mais t'as des performances aussi d'acteurs. Je veux dire, l'acteur de Ed O'Neill qui joue dans Marié 2 enfants, son rôle est pas énorme, mais son rôle est fabuleux. Enfin, le mec complètement désabusé qui parle à la caméra. Avec des monologues. D'ailleurs, a priori, c'était une des premières fois qu'un acteur faisait oublier le quatrième mur dans un film, en fait, quand Ed O'Neill parle à la cam. Et je crois Donc, que son c'est monologue pareil est non plus. improvisé d'ailleurs. Totalement. Et ça, c'est génial, quoi. Et de toute façon, Wayne's World, quand tu m'as dit, est-ce qu'on se ferait pas une petite vidéo tranquille, pépouze, où peut pas passer à on côté. discute de nos films rock, metal, etc. Ça a été clair dès le début. J'ai dit, écoute, Wayne's World, je pense qu'on va le faire On à deux. va le parce faire que à bon, deux. Et le nombre de fois où on s'est sorti des répliques. j'allais dire, en MP, c'est probablement les répliques qu'on sort le plus. Totalement. Et il n'y a pas une discussion où ça revient pas, ou un gif, ou un... Aujourd'hui, tu venais chercher ta guitare, t'avais dit un jour que ça revienne. C'est obligé, mais c'est obligé. Mais s'il gerbe dans la caisse, je me porte garant de sa non-évacuation. Phil, si tu vomis, vomis là-dedans. C'est ça. C'est impératif même. Bon voilà, on compte sur vous pour vous refaire Wayne's World dans la foulée. Voilà, maintenant. Prévoyez, appelez vos meilleurs potes, C'est commandez ça. des pizzas. Posez des RTT, Voilà, c'est ça. un petit pack et puis Et tout va ensuite, bien ça. se passer. Bon les loulous, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai encore quelques films sous le coude, mais je me dis que là, la vidéo est suffisamment durée. Et j'ai encore d'autres petites idées d'invités. Je sais qu'Anto est féru de cinéma aussi et qu'il aime bien les petits trucs un petit peu obscurs. Donc on risque de bien se marrer aussi. Donc voilà, merci Quentin d'être venu. Avec grand plaisir, mon tonton. C'était toujours aussi cool. On se voit bientôt. Et puis, giga teuf. Méga teuf, tonton. Ciao les gars.